Et on termine par les phénomènes d'hypersensibilité de type 4, qui, à la différence des autres types, n'impliquent a priori pas les anticorps, mais uniquement des lymphocytes CD4 activés et des macrophages. Comme je l'ai dit précédemment, dans beaucoup de maladies, plusieurs types d'hypersensibilité peuvent coexister. C'est notamment le cas dans l'asthme, dans l'eczéma, etc. Donc ceci est un petit peu schématique, mais bon. Donc par définition, les phénomènes d'hypersensibilité type 4, c'est l'infiltration d'un organe par des lymphocytes TCD4, plutôt de type TH1, voire TH17 selon les cas, et les conséquences liées à la libération de cytokines par ces lymphocytes T helper, activation des macrophages, notamment des cellules natural killer, des lymphocytes T cytotoxiques. Alors on rencontrera ce type de phénomène dans des allergies vraies, notamment l'hypersensibilité à certains métaux comme le nickel, qui va vous intéresser notamment pour ce qui est de l'hypersensibilité à certains amalgames, certaines substances végétales, notamment le sumac, des maladies auto-immunes comme la maladie cœliaque, des infections comme la tuberculose, des maladies inconnues comme d'origine inconnue comme la sarcoïdose. Alors, quand une hypersensibilité de type 4 se maintient, elle voit apparaître des structures histologiques qu'on appelle des granulomes, que vous avez probablement vus en histologie ou en anatomie pathologique, qui correspondent en fait à l'activation chronique de macrophages qui prennent cette allure de cellules géantes, des lymphocytes T activés, etc. Alors dans ces granulomes et dans les phénomènes d'hypersensibilité de type 4, certaines cytokines sont très importantes, comme l'interféron gamma et le TNF-alpha. Et donc on traitera des maladies qui s'accompagnent de granulomes, comme la sarcoïdose, mais aussi comme la maladie de Crohn ou comme la polyarthrite rhumatoïde. On les traitera par des anticorps monoclonaux anti-TNF-alpha, avec pour conséquence possible le réveil de tuberculose latente, puisque le granulome qui va contribuer au confinement en quelque sorte du bacille tuberculeux va perdre de son efficacité si le patient reçoit concomitamment des anticorps anti-TNF. Alors je pense que j'ai présenté la maladie cœliaque comme une maladie auto-immune. Ce n'est pas vrai, je me suis trompé dans ce que j'ai dit, c'est une maladie d'hypersensibilité, puisqu'en fait, ce qui va être reconnu par le système immunitaire, ce n'est pas du soin, mais ce sont des peptides qui proviennent de la gliadine, hein, une protéine qu'on va trouver dans le gluten, et dont la reconnaissance par le système immunitaire est liée à une modification post-traductionnelle de cette gliadine par une enzyme qu'on appelle la transglutaminase. Cette transglutaminase va notamment être exprimée dans les situations d'inflammation intestinale, et donc c'est ça qui va favoriser la rupture de tolérance vis-à-vis d'une protéine alimentaire à laquelle on est exposé dès notre plus jeune âge et pour laquelle une véritable tolérance s'installe. Eh bien, cette modification post-traductionnelle va prendre le système de tolérance en défaut et favoriser l'apparition d'une réponse immunitaire de type hypersensibilité de type 4, notamment avec des lymphocytes T CD4 activés. Alors, on aborde ici pour la première fois un concept que je développerai dans le cours sur l'auto-immunité, qui est cette interaction entre l'environnement et la génétique. L'environnement, parce que c'est l'inflammation intestinale, quelle qu'en soit la cause, qui va favoriser la modification post-traductionnelle, mais fort heureusement, les peptides qui vont être modifiés de la sorte sont rarement présentés par les molécules du CMH de classe 2 chez la plupart des individus qui ne seront donc pas à risque de développer une maladie cœliaque. Par contre, certaines molécules HLA de classe 2 qu'on trouve évidemment que chez certains individus, en l'occurrence le HLA-DQ2 et le HLA-DQ8, seront très efficaces pour présenter ces peptides modifiés aux lymphocytes T, et ce sont ces sujets-là qui auront un risque très accru de développer une maladie cœliaque.
Alors, la maladie cœliaque est importante pour les dentistes parce que elle va se traduire par une atrophie des villosités au niveau intestinal et la malabsorption de nombreuses vitamines qui sont essentielles pour la santé des muqueuses en général et de la muqueuse buccale en particulier. On considère que la maladie cœliaque présente de nombreuses répercussions au niveau de la bouche, notamment des phénomènes de stomatite afteuse, de langue géographique, de glossite atrophique, de douleur de la langue et voire même des défauts au niveau de l'émail dentaire. Voici une image de stomatite afteuse. Il ne s'agit évidemment pas de lésions infectieuses, il ne s'agit pas d'herpès. L'herpès prend un aspect tout à fait différent de celui-là. Aspect de langue géographique, aspect de langue atrophique, et des anomalies de l'émail que vous êtes certainement plus à même que moi d'interpréter. Donc face à ce type de lésion, il est de bon ton de rechercher, de doser toutes ces vitamines, notamment l'acide folique ou certains métaux comme le fer. Et si une carence est mise en évidence et ne peut s'expliquer tout simplement par un problème nutritionnel au sens propre du terme, une malabsorption, notamment sur une maladie cœliaque, doit certainement être évoquée. Une autre maladie qui se caractérise par une hypersensibilité de type 4 et des granulomes est une maladie dont l'origine reste mystérieuse, donc c'est la sarcoïdose. Donc c'est indiscutablement au sein des tissus, les poumons, les ganglions lymphatiques, mais tout organe peut être impliqué, le cerveau, les reins. C'est donc la constitution progressive de granulomes qui sont manifestement dirigés contre un antigène, mais la nature exacte de ces antigènes n'a jamais été très claire. Certains arguments suggèrent qu'il pourrait s'agir d'antigènes microbiens, mais de microbes qui sont tout à fait inoffensifs, des microbes de l'environnement tels que certaines mycobactéries atypiques par exemple, donc microbe inoffensif par lui-même, et c'est la réponse immunitaire contre ce microbe qui provoque les granulomes et la symptomatologie. Enfin, ça n'a jamais été, dans tous les cas en tout cas, ça n'a jamais été très clair, bien qu'il y ait de nombreux case reports qui font le lien entre une infection possible par un microbe inoffensif par ailleurs et cette sarcoïdose. Donc c'est une maladie classique en médecine interne, je vais dire, dont la cause est méconnue. Le diagnostic n'est pas facile à faire, hormis par une biopsie, mais les marqueurs sanguins sont relativement peu sensibles et relativement peu spécifiques. Vous en avez ici la liste, peu importe. Image de sarcoïdose avec notamment ces infiltrats pulmonaires qui, à la biopsie, vont montrer des lésions qui ressemblent un petit peu à celles de la tuberculose, mais sans la nécrose caséeuse classique de la tuberculose. L'érythème noueux est une inflammation au niveau de l'hypoderme où on va retrouver les mêmes cellules que dans ces phénomènes par exemple de sarcoïdose. L'érythème noueux peut se manifester pour de nombreuses raisons. Dans 60% des cas, la cause de l'érythème noueux reste mystérieuse. Dans certains cas, c'est lié à la prise de médicaments, notamment par exemple des contraceptifs oraux ou certains antiépileptiques. Certaines infections peuvent être à la source d'un érythème noueux, des infections digestives par exemple, la tuberculose bien évidemment. L'érythème noueux vient parfois en accompagnement d'une sarcoïdose avec toute l'inconnu qui entoure les causes exactes de son déclenchement. Certaines maladies granulomateuses touchent principalement la région orofaciale, notamment une maladie appelée la granulomatose orofaciale primaire. Là aussi, c'est un petit peu comme l'érythème noueux, elle peut venir en accompagnement d'une sarcoïdose ou d'autres maladies comme une maladie de Crohn ou certaines infections. Voici une image de granulomatose orofaciale avec les granulomes typiques, les cellules géantes, etc., à la biopsie. Un sujet évidemment important pour vous, qui à mon avis doit être abordé dans d'autres cours, est le problème de l'hypersensibilité aux métaux, puisque les amalgames
ont été associés, en tout cas dans le passé, à ce type de problème. L'idée, c'est que, bon, ça peut paraître étrange que le système immunitaire reconnaisse des métaux comme antigènes, mais l'idée, c'est qu'en se fixant à des peptides du soi, la fixation du métal entraîne une modification de la structure du peptide qui fait qu'il est considéré comme un peptide étranger et qu'une réponse immunitaire se met en place. C'est donc en quelque sorte une modification post-traductionnelle. Alors il y a évidemment une phase de sensibilisation. Ici, on représente la situation avec du nickel, hein, qui va aller, ce que les auteurs ont appelé ici, modifier les protéines, hein, protéines qui sont apténées, qui ont lié le nickel et dont les peptides ne seront plus reconnus comme des peptides du soi, avec au niveau des organes lymphoïdes secondaires la stimulation de lymphocytes T naïfs, qui vont donner des cellules effectrices et qui petit à petit vont envahir le tissu de façon chronique, en réponse à ces ions métalliques. Alors l'allergie au nickel, c'est une allergie classique, hein. Les personnes qui sont allergiques aux bijoux de fantaisie, ici un collier, une boucle de ceinture, mais ça pose un problème en dentisterie puisque certains amalgames, certains implants peuvent contenir des métaux susceptibles de provoquer ce type de phénomène. Alors, on ne va pas discuter ici, j'en suis incapable, de l'évolution des amalgames et de la technologie qui y a trait, mais ce sont des phénomènes classiques. Alors, au niveau de la muqueuse buccale, cette hypersensibilité de type 4, je dirais chronique, va donner des lésions blanchâtres qu'on appelle des lésions lichénoïdes, un peu par allusion au lichen qu'on peut trouver dans la nature, mais qui n'a rien de mycotique, donc ce n'est pas du tout une infection par champignon. C'est une hypersensibilité de type 4 et à la biopsie, on va trouver des lymphocytes T activés. Parfois, cette allergie peut prendre d'autres aspects de type aphthose, de type eczéma, etc., de type inflammation. Donc ici, on va corriger plus rarement. Voilà. Voilà un aspect de lichen, par exemple. On regarde cet amalgame. En voici un autre. Alors, on distingue les lésions lichénoïdes du lichen. Bon, c'est une pure convention de langage, puisque l'aspect clinique et histologique est exactement le même. La seule différence, c'est que quand on est certain que la lésion a été provoquée par un métal présent dans un amalgame, on parlera de lésion lichénoïde, sachant que le même phénomène peut survenir alors que la cause est totalement inconnue, et parfois en association d'ailleurs avec du lichen au niveau d'autres muqueuses, par exemple au niveau génital ou au niveau du cuir chevelu, et dans ce cas-là, on parlera de lichen dont la cause est totalement inconnue. Et donc voilà un ensemble de facteurs qui peuvent être impliqués dans la survenue de lésions lichénoïdes. Bien évidemment les métaux dont on vient de parler, certaines résines, mais aussi des médicaments que le patient peut recevoir pour diverses raisons. Voilà, ceci termine le cours sur les allergies. Je vous remercie. Et donc normalement, le prochain cours se fera en présentiel si les circonstances le permettent.